et voilà, et partager donc mon écran. Bon. Bon, vous avez vu qu'il y avait quand même du travail pendant les vacances qui était quand même pas facile. Je vous ai donné pas mal d'exos avec le cours à regarder, et donc c'est vrai que là vous étiez un peu tout seul pour essayer de comprendre ce que je vous racontais et d'essayer de faire les exercices. Alors, comme je vous le disais dans les vidéos, c'est pas très grave d'être en difficulté sur ces exercices. Ce qui est important, c'est vraiment après de bien regarder les corrections que je vous ai mises et d'essayer de comprendre un peu les différentes méthodes. C'est vrai que voilà, c'est un chapitre finalement à distance qui est un petit peu difficile parce qu'il est très dense, il y a beaucoup de choses sur ce produit scalaire, et les applications, peut-être que ça a posé problème à plus d'un. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que quand je regarde les vues des vidéos sur YouTube, il y a à peu près que la moitié des élèves à chaque fois qui regardent les vidéos. Et donc ça veut dire qu'il y a une moitié d'entre vous, c'est peut-être les élèves qui sont pas là, ou en tout cas certains d'entre vous qui ne prenez pas le temps de regarder les corrigés. Et or, sans les corrections, vous perdez vraiment toute une partie du travail qui est à faire. Donc je vous invite à prendre le temps de regarder toutes ces vidéos. Voilà, ça fait partie de votre formation. Bien, donc on en est à la partie 4. Je vous rappelle qu'on a découpé ce chapitre du produit scalaire en 5 parties. Et puisque ça regroupe un peu 2 chapitres complets, c'est-à-dire le produit scalaire et les applications du produit scalaire. Donc on a fait les 3 premières parties, la 4e partie et la 5e partie sont sur des équations cartésiennes, 2 droites pour la 4e partie et 2 cercles pour la 5e partie. Donc ça va être vraiment des applications assez différentes de ce qu'on a fait là. On a fait toute une partie sur les applications en géométrie avec la relation d'Al-Kashi, théorème de la médiane, etc., qui permettaient de faire de la géométrie classique. Là, on va revenir à ce qu'on appelle la géométrie analytique, c'est-à-dire avec des équations de courbes dans des repères. Donc, je vous ai donné je vous ai envoyé le cours là qu'il fallait lire, mais il est extrêmement dans cette partie 4, c'est très succinct ce que je vous ai envoyé. Et donc aujourd'hui, on va évidemment tout compléter avec pas mal d'exemples d'applications de toutes ces équations. Avant qu'on démarre, je veux quand même vous parler un tout petit peu de ce que c'est qu'une équation cartésienne d'une courbe. Et ensuite, on s'intéressera donc dans cette partie 2 aux équations cartésiennes de droite. Donc, il n'y a pas besoin de noter pour la première partie, c'est une petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu les équations cartésiennes de courbe. Qu'est-ce que c'est qu'une équation cartésienne d'une courbe? Donc, il faut savoir que on fait de la géométrie, mais c'est de la géométrie dans un repère. Donc, quand on est dans un repère, donc là, vous notez pas, vous écoutez seulement, vous regardez. Quand on est dans un repère, qu'on a une courbe qui est dans un repère, je vais faire, voilà, par exemple, n'importe quelle courbe. Vous voyez que cette courbe-là, elle ne peut pas représenter une fonction, puisque là, on revient en arrière, et vous savez que ça voudrait dire qu'un nombre a plusieurs images, ça, c'est pas possible. Mais on a quand même ici une courbe qui est placée dans un repère. Un repère, quand on a un repère, on a des coordonnées. Autrement dit, chacun des points du repère a des coordonnées, et une abscisse selon l'axe des x, et puis une ordonnée selon l'axe des y, comme ceci. Qu'est-ce que ça pourrait être une équation cartésienne de la courbe C? Qu'est-ce que c'est qu'une équation cartésienne? Déjà, il y a le mot équation, donc équation, on sait ce que c'est qu'une équation, donc c'est une égalité avec des inconnus. Ce qu'on appelle une équation cartésienne, il faut bien comprendre que cette courbe bleue que j'ai tracée, elle représente une infinité de points. D'accord? Et c'est comme une famille, si vous voulez, une famille de points. Cette famille de points, ces points-là, ils font tous partie de la même courbe, donc ils font partie de la même famille.
Et bien, ce qui nous intéresse, ce serait de trouver finalement une relation algébrique qui n'est valable que pour les points de cette courbe. Donc on ne parle pas de fonction, puisqu'on n'a pas de fonction, cette courbe ne représente pas une fonction. Mais on a quand même, si je prends un point M ici quelconque de ma courbe, ce point il a quand même une abscisse, petit x, et puis il a une ordonnée, petit y. D'accord? xm, ym si on veut. Ben, ce qu'on appelle une équation cartésienne d'une courbe, c'est une relation, une égalité, qui n'est valable, dont les inconnus c'est x, y, c'est-à-dire ça met en relation l'abscisse et l'ordonnée d'un point de la courbe, mais cette égalité ne doit être vraie que pour les points de cette courbe. Donc je vous donne une équation qui va évidemment pas être celle-là. Si je prends x au carré moins 3y, je sais pas moi, plus 5 égale à 2. Ça, c'est une équation à deux inconnus qui sont x et y, qui seraient donc les coordonnées x, y d'un point. Et bien cette égalité ne doit être vraie que lorsqu'on prend les coordonnées d'un point de la courbe. C'est ça une équation cartésienne. Alors évidemment, en fait l'idée c'est, si je connais l'équation cartésienne d'une courbe, ben ça veut dire que je connais la relation qui n'est valable que pour les points de la courbe. Je vais pouvoir résoudre des problèmes de géométrie qui sont en lien avec cette courbe, mais de le résoudre du point de vue algébrique, du point de vue calculatoire. Donc, évidemment, on s'intéresse pour nous qu'à deux cas particuliers, qui sont les droites. Donc on va se placer d'abord, on va regarder les équations cartésiennes de droite, c'est-à-dire les relations qui sont vraies qu'avec les points d'une droite. Et puis pour un cercle, ce sera la partie 5, on va s'intéresser aux équations cartésiennes de cercle. Vous voyez que quand je prends un cercle, eh ben évidemment, il n'y a pas de fonction là, qui définit ce cercle, qui est représenté par ce cercle dans un repère, mais ces points rouges de mon cercle, ils vont avoir quand même une équation cartésienne, c'est-à-dire une équation, une égalité qui n'est valable, qui n'est vraie que pour les points qui appartiennent au cercle. Donc c'est ça l'objectif de la partie 4. Donc, revenons sur nos équations de droite. Et donc, pourquoi c'est lié au produit scalaire? Parce qu'on va s'intéresser, vous avez vu, à ce qu'on appelle un vecteur normal à une droite. Donc, la première définition, on disait qu'un vecteur normal à une droite, c'est un vecteur non nul, donc différent du vecteur nul, et qui doit être orthogonal à un vecteur de la droite D. Alors un vecteur de la droite D, j'aurais dû mettre un vecteur directeur qui dirige de la droite D, un vecteur directeur de la droite D. Par exemple, ici, si je prends, je sais pas moi, petit a, le vecteur a ici, qui est un vecteur qui dirige la droite D, et bien ici, ce vecteur U, vous voyez que sa direction est une direction qui est perpendiculaire à la direction D, donc à la direction du vecteur A. On dit que les vecteurs sont orthogonaux, et comme le vecteur U est orthogonal au vecteur D, ça fait un angle de pi sur 2 radians, on dit que le vecteur U c'est un vecteur qui est normal à la droite D. Donc le terme vecteur normal veut dire vecteur orthogonal à un vecteur directeur de la droite D. Bon. Cette notion-là, donc en seconde, on avait la notion de vecteur directeur, et bien maintenant on rajoute la notion de vecteur normal à une droite, donc qui indique la direction perpendiculaire à la droite. Bien. Propriété importante, donc si on se donne une droite D et un point A de la droite D, un vecteur U qui serait normal à ma droite D, donc ici mon vecteur normal à la droite D, en fait la droite D peut être vue comme un ensemble de points M. Alors mon point B là j'aurais pas dû le rajouter, il nous sert pas ici, mais vous voyez que cette droite c'est bien un ensemble de points. Donc là il y a un point M, un autre point, etc. Tous ces points là, cette infinité de points qui définit la droite D, qui représente la droite D, tous ces points là, en fait, on peut dire que c'est l'ensemble des points M, donc je prends celui-là par exemple, l'ensemble des points M qui vérifie cette égalité-là. Alors cette égalité,
AM scalaire, c'est un produit scalaire, hein, c'est le produit scalaire du vecteur AM et du vecteur U. AM scalaire U doit être égal à 0. Et vous voyez bien que si je connais ce vecteur U et que je connais ce point A, ben finalement, pour définir la droite D, c'est la droite qui passe par A et dont un vecteur normal est le vecteur U, on peut dire cette droite c'est l'ensemble de tous les poèmes tels que le vecteur AM et le vecteur U sont orthogonaux. Pourquoi ils sont orthogonaux? Parce que c'est comme ça, le vecteur U, il est justement normal à la droite D, donc il est orthogonal à tout vecteur directeur, et le vecteur AM va être un vecteur directeur de la droite, quel que soit le point M de la droite. Ok? Et vous savez que, dans ce cas-là, si les vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire est égal à 0. Donc on peut, ça va être très important parce que ça va nous donner une méthode, et dans la démonstration et dans les exercices, de la propriété suivante, ça va nous donner une méthode pour trouver l'équation cartésienne d'une droite. C'est bien ça l'idée. Donc l'idée c'est la droite D peut être vue comme étant tous les points M, l'ensemble des points M, tels que le vecteur M scalaire le vecteur U est égal à 0. Bien. Donc, si je devais le démontrer, là je ne vous ai pas fait la démonstration, donc on peut dire qu'on l'admet, cette propriété. Mais si on devait la démontrer, il faudrait regarder quand même le cas particulier quand le point M est confondu avec le point A. Mais quand le point M est confondu avec le point A, ça posera pas de problème non plus parce que ça fait le vecteur AA qui est le vecteur nul, scalaire le vecteur U qui vaut aussi 0, puisqu'on avait dit que le vecteur nul scalaire n'importe quel vecteur, c'était toujours égal à 0. Bref, je ne vais pas rentrer dans la démonstration. Je vais vous faire un autre petit schéma. Si par exemple vous avez un point B ici, un vecteur N ici, et vous cherchez à visualiser la droite D passant par B, tel que le vecteur N est un vecteur normal à D, ça représentera l'ensemble des points, par exemple l'ensemble des points M, tel que le vecteur BM, scalaire le vecteur N est égal à 0. Et donc en fait, comme on pourra prendre n'importe quel point, ça représentera toute cette droite-là. Donc ce produit scalaire, en fait, pourquoi est-ce qu'on parle des coordonnées cartésiennes de droite dans ce chapitre-là? Parce que pour trouver l'équation cartésienne de droite, on va pouvoir utiliser le fait que chercher l'équation cartésienne de droite, ça va être chercher l'ensemble des coordonnées du point M, tel que AM scalaire U est égal à 0. C'est pour ça qu'on parle de produit scalaire et d'équation cartésienne dans ce chapitre produit scalaire. Bon. Donc, je disais, la droite D, c'est l'ensemble des points M du plan, tels que le vecteur AM et le vecteur U sont orthogonaux. Voilà, c'est l'ensemble des points M, tels que BM ici et N sont orthogonaux, forment un angle droit. Voilà. Et tout de suite, ça nous donne une méthode. Si on veut démontrer que deux droites sont perpendiculaires, on pourra montrer que le produit scalaire de deux vecteurs directeurs est nul. Et je vais rajouter autre chose, on pourra aussi montrer que le produit scalaire de deux vecteurs normaux est nul. Ou, vous rajoutez le produit scalaire de deux vecteurs normaux, donc un qui est normal à D et l'autre qui est normal à D', est nul aussi. On pourra démontrer l'un ou l'autre. Ça dépendra si on connaît des vecteurs directeurs qui dirigent la droite ou si on connaît des vecteurs normaux à la droite. Mais ça va être un outil assez important pour savoir quand est-ce que des droites sont perpendiculaires ou pas. Bon. Alors, il faut quand même savoir que ce chapitre-là, vous êtes une génération qui avait fait l'ancien programme de seconde et vous faites le nouveau programme de première. Or, le programme de seconde ayant changé,
les élèves auront déjà travaillé les équations cartésiennes de droite en seconde. Et les élèves qui sont en seconde cette année vont travailler les équations cartésiennes en fin d'année de droite. Et donc quand ils vont faire ça en première, ils auront un peu plus de base que vous, qui ont surtout fait les équations réduites de droite. Mais c'est comme ça, on va faire avec, et puis on va essayer de comprendre ça quand même petit à petit. Bien. Alors, ce qui nous intéresse, c'est évidemment définir une équation cartésienne de droite. Quand j'ai un repère, d'accord, j'ai un repère comme ça, j'ai une droite dans ce repère, et donc on aimerait bien trouver une relation qui est valable pour n'importe quel point M de ma droite, et qui n'est valable que pour ces points-là, que pour les points de la droite, qui seraient complètement faux. La relation, l'égalité doit être fausse pour des points qui ne seraient pas sur cette droite, dont l'égalité sera fausse pour les coordonnées d'un point qui ne sont pas sur la droite. D'accord. Donc déjà, il faut que notre droite soit définie. Donc, cette première propriété, elle nous dit quoi? Elle nous dit, on se donne un vecteur AB connu, d'accord, un vecteur U de coordonnées AB qui est un vecteur non nul dans un repère, et on nous dit, tiens, si c'est un vecteur qui est normal à D, alors on sait quelle sera la forme de l'équation de la droite D. On sait que nécessairement, la droite D aura une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0. Et sachant que le petit a et le petit b, qui sont les coordonnées de votre vecteur normaux, ce sont les mêmes que les coefficients de x et y dans l'équation cartésienne. Donc, la démonstration, elle est importante, mais ça veut dire qu'on sait déjà à quoi va ressembler une équation cartésienne de droite, et on voit que si on connaît un vecteur normal, en fait, on va connaître déjà le coefficient de x et le coefficient de y. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, on connaîtra l'équation cartésienne à condition qu'on connaisse a, b et c. Or, ce que nous dit cette première propriété, c'est que si on connaît un vecteur normal à la droite, si on connaît les coordonnées d'un vecteur normal à la droite, en fait, on connaîtra le coefficient de x et le coefficient de y. Autrement dit, il ne nous restera plus qu'à trouver le coefficient petit c. Bon, alors, là, ça avait sauté une page, donc c'était plus encadré, mais la fin de la propriété est là. Donc là, ça doit être encadré aussi, puisque c'est la fin de la propriété. Comme ça. Et donc, la fin de la propriété dit que c'est réciproquement, toute droite qui a une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, toute droite représentée par une équation comme ça, admettra comme vecteur le vecteur u de coordonnées AB, ça veut dire que les deux coefficients de x, y, ce sera en fait les coordonnées d'un vecteur normal. C'est donc la réciproque, ça veut dire que dès que je retrouve une équation de cette forme, qui est une équation de droite, je pourrai trouver un vecteur normal à ma droite. Bien. Alors, regardons maintenant la démonstration, même si on ne va pas y passer du temps, on va surtout passer du temps à faire des exemples, parce que je pense que c'est de ça dont vous avez le plus besoin pour comprendre comment utiliser tout ça, parce que je sais que c'est un petit peu dur pour tout le monde. Alors, la démonstration, elle est intéressante à comprendre parce que, en fait, vous verrez qu'il y a une méthode qui ressemble fortement à cette démonstration, une méthode qu'on applique dans les exercices. Donc, je me donne un point A de coordonnées x0, y0, qui serait un point A connu, qui est un point de la droite D. Là, il y a un petit hop. Et je me donne un point M quelconque, x de coordonnées xy, un point du plan. Et l'objectif, c'est de trouver l'équation cartésienne de cette droite D qui va passer par le point A et qui sera dirigée par le vecteur U. Donc, à quelles conditions un point appartient à cette droite? Donc, je remonte juste dans mon repère, là, quand même. Vous comprenez bien. On imagine qu'on a ici, pour comprendre la démonstration, on a une droite qui est donnée, droite D. La seule chose qu'on connaît de cette droite D, c'est qu'elle passe par un certain point A de coordonnées x0, y0. Ça veut dire qu'on imagine qu'on connaîtra ces coordonnées. Et elle admet comme vecteur normal un vecteur U qui est connu de coordonnées AB.
Donc par exemple, ici, je vais prendre celui-là par exemple. Voilà un petit vecteur U. Je vais prendre une autre couleur. Ouais, on va mettre ça. Donc je prends un petit vecteur U, qui est un vecteur normal. Normal, hein, ça veut dire, voilà, il indique la direction perpendiculaire à ma droite. Ça, c'est mon vecteur U. Et on imagine qu'on connaît ses coordonnées. Ces coordonnées, c'est AB. A, B. Bien. Alors, à quelles conditions le point M? Donc pour trouver l'équation cartésienne de la droite, on va partir du fait que on va essayer de créer une égalité. Une équation cartésienne, c'est une égalité. Donc on va se donner un point M quelconque, n'importe où. On va dire, choisissons un point M de coordonnées x, y. On imagine qu'il appartienne à la droite D. Donc ça, c'est mon point de départ. Le point M de coordonnées x, y appartient à D. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après la première propriété qu'on avait écrite ici, le point M appartiendra à D si et seulement si AM scalaire U est égal à 0. Et donc, c'est ce qu'on va utiliser. AM scalaire U est égal à 0. C'est ce qui le caractérise, les points de la droite. Ils sont caractérisés par cette égalité-là. Donc, le vecteur U, on avait pris comme coordonnée AB. Le vecteur AM, ses coordonnées, c'est xm moins x0, ym moins y0. D'accord? Sauf que xm et ym, on les a appelés xy. Donc, c'est x moins x0, y moins y0, les coordonnées du vecteur AM. À quelles conditions le point M appartient à la droite D? Si et seulement si le produit scalaire est nul. Et là, on va utiliser la formule qui calcule le produit scalaire avec les coordonnées. C'est-à-dire xx' plus yy' égale 0. Donc là, c'est a fois x moins x0 plus b fois y moins y0 égale 0. On développe. Ça nous donne cette relation-là. Et donc, cette relation-là, vous voyez que ça fait a fois x plus b fois y plus un certain nombre. Et ce certain nombre qui vaut moins ax0 plus by0, on peut l'appeler petit c. Et là, on voit bien qu'on a bien démontré qu'en fait, une caractérisation pour un point M de coordonnées xy d'appartenir à la droite D, sa caractérisation, c'est que ses coordonnées doivent vérifier une équation de cette forme-là. ax plus by plus c égale 0. Avec ce c-là, mais c'est pas la peine d'apprendre par cœur. Vous verrez que le c, on le retrouve toujours autrement. Et donc, c'est une équivalence. Le fait qu'on ait raisonné par équivalence nous dit que finalement, cette égalité-là n'est valable que pour les points M qui appartiennent à la droite D. Et donc, c'est cette égalité-là qu'on appellera une équation cartésienne de la droite. Puisqu'elle elle caractérise, équation cartésienne, elle caractérise que les points de la droite. Alors, d'ailleurs, j'ai marqué que ici la équation cartésienne de droite, mais on pourrait le rajouter quand même, hein, que cette équation, écrivez-le ici, hein, donc ça c'est une équation cartésienne. Alors cartésienne, hein, ça vient de Descartes, hein, c'est comme le repère cartésien. C'est Descartes, le mathématicien philosophe, là, c'est lui qui a énormément œuvré pour... c'est lui qui a pensé à créer des repères pour faire de la géométrie. Faire de la géométrie repérée, c'est-à-dire utiliser des coordonnées pour résoudre des problèmes de géométrie, et donc remplacer la géométrie par du calcul. C'est Descartes qui a pensé tout ça et qui l'a mis en œuvre, et c'est vrai que c'est devenu vraiment toute une branche des mathématiques, ce qu'on appelle la géométrie analytique, c'est-à-dire la géométrie qu'on fait dans un repère. Donc, équation cartésienne de D. Voilà. Bien. Donc, fin de la première démonstration qui dit que, voilà, on sait que maintenant, si on connaît un vecteur normal, on sait qu'une équation cartésienne de la droite, ce sera de cette forme-là. ax plus by plus c égale 0, où a et b sont les coordonnées du vecteur normal. La deuxième partie de la preuve, c'était donc la réciproque. Si on prend une droite D qui a pour donc une équation comme ça, et donc on voudrait montrer que le vecteur... alors, oui. Oui, alors, là, je passe un peu vite parce que c'est des choses qui sont liées un peu au programme de seconde. Que vous avez sûrement pas fait de manière
approfondie. Quand on a une équation cartésienne comme ça, en fait, on a appris l'année dernière, normalement, à trouver un vecteur directeur, c'est-à-dire les coordonnées d'un vecteur qui dirige la droite, au moins en passant par l'équation réduite. Je ne vais pas y passer du temps. Je préfère qu'on passe du temps sur les exemples, que je vous explique un petit peu plus les exemples. D'accord? Donc il y a des choses sur lesquelles on y serait passé plus de temps, hein, si on avait été en cours normal, mais là je ne veux pas le faire. Donc bon, une fois qu'on a accepté que ce vecteur-là était un vecteur directeur, bah, il suffit de faire le produit scalaire avec le vecteur U de coordonnées AB pour montrer que ça fait 0. Et comme les vecteurs sont orthogonaux, le vecteur U de coordonnées AB, c'est un vecteur normal AD. Je sais que je passe très vite, mais il me semble plus important donc de faire des petits exemples. Alors, qu'est-ce que je vais vous demander dans ce chapitre? Qu'est-ce qu'on va vous demander comme exercice? La première application, donc vous mettez application 1, donc là vous allez pouvoir commencer vraiment à noter. Première application, ben, on va nous demander de déterminer une équation cartésienne de la droite D passant par le point A de coordonnées 2, 3 et de vecteur normal le vecteur n. Alors c'est vrai que dans les propriétés je l'ai appelé U, mais souvent c'est plutôt n qu'on choisit comme coordonnée, bon peu importe, de coordonnées moins 1, 4, n pour vecteur normal. Bien, donc voilà le premier savoir-faire dans cette partie 4, c'est de trouver une équation cartésienne d'une droite D, sachant qu'elle doit passer par un point A dont on connaît les coordonnées, et on connaît un vecteur normal. Comment s'y prendre? Ben, il y a deux méthodes principales que je vais vous montrer. Et je vais vous montrer les deux méthodes. Donc méthode 1, c'est la méthode qui utilise la même méthode que la démonstration. La méthode 1, c'est de choisir un point M quelconque qui appartient à la droite D, un point M de coordonnées XY, et donc de raisonner par équivalence jusqu'à trouver la bonne équation de la droite. Vous allez voir que c'est la méthode qui est la plus efficace, mais c'est pas toujours celle que vous préférez. En fait, c'est la méthode qui ne demande quasiment aucune connaissance, puisque vous verrez que la méthode 2 demande de savoir quelle est la forme d'une équation cartésienne de droite, alors que là on n'a pas besoin, on va la redémontrer. À quelles conditions le point M appartient à la droite D? Donc on a dit, rappelez-vous que j'ai un petit vecteur n ici, puis j'ai un point A. Et moi je veux définir finalement l'équation de la droite D, donc qui passe par A, et de vecteur normal, pas très normal mon vecteur d'ailleurs, j'aurais pu le faire un peu mieux. Donc on imagine qu'on a le petit vecteur A. Ah ben, je suis pas très droit, pardon. Bon bref, voilà. Donc avec ça, on veut trouver ça, cette droite-là. Mais on avait dit que finalement, qu'est-ce que ça signifiait que le point M appartenait à la droite D? Ah ben ça signifie que le vecteur AM et le vecteur N doivent être orthogonaux. Autrement dit, ça signifie que on avait dit que AM scalaire N était égal à 0, puisque les vecteurs sont orthogonaux. Hein, et on l'a vu dans la propriété. Or, ici, ben, allons-y, appliquons la formule du produit scalaire. Le vecteur AM, c'est x moins xa c'est 2, fois l'abscisse du vecteur n, l'abscisse du vecteur n c'est moins 1, plus l'ordonnée du vecteur am, ben on sait que c'est l'ordonnée de m moins l'ordonnée de a, donc c'est y moins l'ordonnée de a qui vaut 3, multiplié par l'ordonnée du vecteur n, c'est-à-dire 4.
égale à 0. Et il me reste plus qu'à développer, réduire, et ça y est, j'aurai trouvé mon équation cartésienne de droite. Donc, je développe, ça fait moins x plus 2, plus 4y, moins 12, égale à 0. Et on obtient moins x plus 4y, moins 10, égale à 0. Et là, j'ai trouvé donc une équation cartésienne de la droite D. Vous voyez qu'on a utilisé finalement la même méthode que la méthode qui nous avait permis de démontrer la forme générale d'une équation cartésienne, c'est-à-dire en passant par le produit scalaire. C'est très efficace. Mais c'est pas la seule méthode et c'est important de connaître aussi la deuxième méthode qui peut servir. Donc méthode 2, qui est un petit peu plus longue à écrire. Alors la méthode 2, c'est l'idée que puisqu'on cherche une équation cartésienne de droite, on va se servir du fait qu'on sait à quoi ressemble une équation cartésienne de droite. Donc la première étape, c'est de dire que D, puisque c'est une droite, son équation cartésienne, c'est de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Ok ? On sait que c'est cette forme-là. Vous verrez que pour les équations cartésiennes de cercle, c'est une autre forme d'égalité, d'équation, qui parle aussi de x et de y, mais c'est pas la même forme. Donc, voilà notre équation cartésienne de notre droite, et on va utiliser maintenant deux choses. La première chose, c'est que on a un vecteur normal. Le vecteur n, de coordonnées moins 1, 4, il est normal à D. Ah, mais ça veut dire que, c'est parfait. Ça veut dire qu'on connaît la valeur de A et la valeur de B, puisqu'on a dit que dès qu'on connaissait les coordonnées d'un vecteur normal, en fait, on connaissait le coefficient de x, c'est-à-dire petit a, et le coefficient de y, c'est-à-dire petit b. Et donc, directement, ça veut dire que D, son équation cartésienne, on remplace petit a par moins 1, donc ça fait moins x plus 4y plus c égale à 0. Ah, vous voyez que là, on a retrouvé une partie de l'équation cartésienne, on a retrouvé les deux premières. Il nous manque juste à trouver la valeur de C. Donc ça, c'est parce qu'on utilise plutôt les propriétés qu'on a déjà vues précédemment. Et maintenant, comment faire ? Vous voyez qu'il y a une troisième étape, il faut trouver la valeur de C. Alors comment faire pour trouver la valeur de C ? On va utiliser le fait qu'on connaît un point particulier de la droite. On sait que le point A de coordonnées de 3, il appartient à la droite D. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les coordonnées du point A vérifient l'équation de la droite. Ça, c'est ce que j'appellerais l'équation incomplète de la droite, puisqu'on ne connaît pas encore la valeur de petit c. Mais on sait quand même que puisque le point appartient à la droite D, on va pouvoir remplacer l'égalité, elle est vraie pour les coordonnées là. Autrement dit, ça veut dire que moins xa plus 4ya plus c est égal à 0. En remplaçant, ça fait donc moins 2 plus 4 fois 3 plus c est égal à 0. Et vous voyez que là, ça c'est une petite équation d'inconnu c qui est très facile à résoudre. Et donc on finit par la résoudre, c'est-à-dire moins 2 plus 12 plus c est égal à 0. Moins 2 plus 12, ça fait 10. Donc 10 plus c égale 0. Et donc c égale moins 10. La constante qui nous manquait, c'est égal à moins 10. Finalement, la droite D a pour équation, alors a pour équation on met 2 points comme ça, et on écrit l'équation, c'est moins x plus 4y moins 10 égale 0. Exactement la même équation qu'on avait trouvée par la méthode. Alors vous avez vu que c'est un peu plus long à rédiger cette méthode 2, alors que la méthode 1, finalement, elle s'est faite en 4 lignes là, et alors là j'ai un petit peu plus de lignes, et ça se fait en 3 étapes, mais on va dire que cette méthode-là, souvent vous l'aimez bien parce que vous savez déjà à quoi ressemble l'équation, ax plus by plus égale 0. Dès qu'on a un vecteur normal, on a tout de suite les deux premiers inconnus qui sont a et b, et il n'y a plus qu'à former une petite équation
grâce aux coordonnées du point donné pour trouver C. Bien, alors en tout cas, les méthodes sont rarement imposées, donc dans les exercices, vous aurez le choix entre vos deux méthodes, à vous de choisir un peu la méthode que vous préférez, mais c'est important de comprendre les deux. Mais voilà un petit peu le premier petit savoir-faire de cette partie. Savoir déterminer une équation cartésienne d'une droite quand on connaît un point et un vecteur normal à la droite. Ok ? Je voulais vous faire remarquer une petite chose. Vous avez vu que les coordonnées des points, on écrit plutôt les coordonnées comme couple de nombres en ligne, alors que les coordonnées d'un vecteur, on écrit plutôt comme couple, mais cette fois on l'écrit en colonne. Donc ça m'arrivera, et c'est d'ailleurs, je l'ai fait ici, je pense, peut-être, je sais plus, ça arrivera, non là c'est bien ça, de mettre les coordonnées d'un vecteur en ligne, mais et peut-être que vous les retrouverez dans certains livres, mais c'est plutôt ça là quand même la norme d'écriture pour les coordonnées. Et ça nous permet d'ailleurs justement de ne pas les confondre entre les coordonnées de points qui indiquent la position du point et les coordonnées du vecteur qui indiquent finalement ce que raconte le vecteur, c'est-à-dire un déplacement. Bien, voilà la première application. Oui, petite remarque là, vous avez vu que dans l'énoncé, un mot important, c'est que j'ai demandé de déterminer une équation cartésienne de droite. Et j'ai pas dit de déterminer l'équation cartésienne de la droite D. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une droite va avoir plusieurs équations cartésiennes. Pourquoi elle va avoir plusieurs équations cartésiennes ? Regardez ici là. Finalement, pourquoi cette équation, c'est une équation de cette droite D ? Parce qu'il y a équivalence entre cette équation, cette égalité, et cette appartenance à la droite. Mais vous êtes d'accord que finalement, quand on a une égalité, j'ai le droit de tout multiplier par 2 si j'ai envie. Et donc si j'avais écrit ici, donc ne l'écrivez pas vous, mais si j'avais écrit moins 2x plus 8y moins 20 égale 0, ces deux lignes-là, elles sont bien équivalentes. Il n'y a pas de problème. Quand l'une est vraie, l'autre est vraie. Quand l'une est fausse, l'autre est fausse. Elles sont complètement équivalentes. Et donc cette nouvelle égalité-là, c'est pas la même équation que celle du dessus. Elle n'a pas les mêmes coefficients, mais c'est une autre équation de la droite D. D'accord ? Donc, on va mettre en remarque quand même, parce que c'est important de l'écrire, qu'une équation cartésienne de droite, ce n'est pas unique. Une droite admet une infinité d'équations cartésiennes. Donc vous écrivez remarque. Dans un repère, alors évidemment, on parle dans un même repère. Donc dans un repère, une équation cartésienne de droite n'est pas unique. N'est pas unique, on peut multiplier en fait tous les coefficients de l'équation par un même nombre, on peut même les diviser par un même nombre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une infinité d'équations cartésiennes pour une même droite. Bon. Alors, deuxième application, donc application 2. Alors, donc, si on voulait déterminer, par exemple, déterminer donc une équation cartésienne de la droite AB, où A a pour coordonnées 2, 4, et B a pour coordonnées 1, 5. D'accord ? J'ai deux points distincts du plan, dont j'ai les coordonnées. Je peux chercher une équation cartésienne de la droite. Comment faire ? Alors, il y a des méthodes, ça par exemple, c'est quelque chose qu'on fait avec les élèves de seconde, peut-être que vous avez fait certains, voilà, en passant par les coefficients directeurs, etc. Nous, on va le faire avec la méthode de première, c'est-à-dire en utilisant la notion de vecteur normal.
Donc, le plus simple, c'est de chercher un vecteur normal, donc normal à la droite. Pour ça, il suffit de calculer les coordonnées du vecteur AB. Le vecteur AB, ça va être un vecteur directeur de la droite AB. C'est un vecteur directeur de la droite AB. Donc calculons ses coordonnées. Donc c'est xb moins xa, okay, donc 1 moins 2, et puis 5 moins 4, yb moins yk, ce qui nous donne que les coordonnées de AB, c'est moins 1, 9. Bien. Ça, c'est un vecteur directeur. Il dirige, directeur de la droite AB. Il donne, d'accord, c'est ce qu'on appelle un vecteur directeur. Bien. Ben, nous, ce qu'on sait bien faire, c'est trouver une équation cartésienne quand on connaît un vecteur normal. Ben, on peut se ramener à un vecteur normal. On peut poser le vecteur n, et ça va être très facile de trouver un vecteur normal, qui soit un vecteur normal à la droite AB. Pourquoi? Ben, rappelez-vous que ce vecteur, puisqu'il est normal à l'AB, ça veut dire qu'il doit être orthogonal au vecteur AB. Son produit scalaire avec le vecteur AB doit faire 0. Or, pour ça, il vous suffit de prendre en abscisse, on va pouvoir même l'écrire en propriété générale, en abscisse, il nous suffit de prendre l'ordonnée du vecteur AB, et en ordonnée, on va prendre l'opposé de l'abscisse du vecteur AB, c'est-à-dire 1. Alors regardez, on va le vérifier que ça marche bien, parce que quand je fais le produit scalaire AB scalaire n, ben ça fait moins 1 fois 9 plus 9 fois 1. Et ça fait bien 0, donc ça marche bien. En fait, en prenant ici en abscisse l'ordonnée du vecteur AB et en ordonnée pour le vecteur n l'opposé de l'abscisse du vecteur AB, on aura toujours un vecteur normal. Donc on va même l'écrire comme une petite propriété qu'on pourra appliquer tout le temps. Et donc puisqu'on a un vecteur normal à AB et qu'on connaît des points, on en connaît 2, ben on s'est ramené à l'application 1. C'est-à-dire, ben maintenant on peut utiliser nos deux méthodes. Soit j'utilise cette méthode-là, donc je fais mon produit scalaire avec le vecteur normal, etc. Je trouve directement mon équation cartésienne, une équation cartésienne, soit j'utilise la forme générale avec les coordonnées vecteur normal, et puis je trouve la valeur de C à la fin. D'accord? Donc, je ne vais pas le terminer, vu l'heure qu'il est, il faut qu'on s'arrête dans 15 minutes, donc voilà, vous le terminerez, à vous de me le trouver, c'est-à-dire réutiliser la même méthode que l'application 1, maintenant que vous avez un vecteur normal. Ok? On va rajouter une petite propriété qui me paraît importante, c'est celle dont on a dit, donc propriété. Donc, on va dire soit U de coordonnées. Alors, on va les appeler alpha et bêta, pour pas se confondre. Soit U de coordonnées alpha bêta, un vecteur directeur de D, d'une droite D, alors le vecteur n de coordonnées bêta moins alpha sera un vecteur normal à D. Vous voyez que ça veut dire que dès que je connais un vecteur directeur, en fait, je peux très rapidement avoir un vecteur normal. La démonstration est immédiate, il suffit de calculer le produit scalaire entre les deux vecteurs et ça fait toujours 0. Donc très rapidement. Il suffit de faire U scalaire n. U scalaire n, c'est alpha fois bêta plus bêta fois moins alpha. Et vous voyez que vous obtenez alpha bêta moins alpha bêta.
c'est-à-dire 0. Donc, U est orthogonal à N, ou N est orthogonal à U, et ça prouve bien que N est normal à D. D'accord? Donc, maintenant, dès qu'on a un vecteur directeur, on sait qu'on peut trouver un vecteur normal. Dès qu'on a un vecteur normal et un point, on sait qu'on peut trouver une équation cartésienne d'une droite. Bon, on va voir, évidemment, on ne s'en est pas encore vraiment servi. Ok, théorème suivant. Alors, on va s'intéresser maintenant, et si on a deux droites, si on connaît deux équations cartésiennes de deux droites, à quelles conditions est-ce qu'on peut tout de suite savoir si les droites vont être parallèles ou pas? Donc, théorème. Donc, soit D de coordonnées AX plus BY plus C égale 0, première droite avec son équation cartésienne, et D', une droite d'équation A'X plus B'Y plus C' égale 0. Donc on a deux droites D et D' mais avec leurs équations cartésiennes. Ce qui nous intéresse, c'est à quelles conditions les droites vont être parallèles. Est-ce qu'on peut tout de suite, en regardant les équations cartésiennes, savoir quand est-ce qu'on va être parallèles? Donc je vais vous donner la solution, puis on va la démontrer. En fait, les droites seront parallèles si A fois B' moins B fois A', A'B d'ailleurs, plutôt dans cet ordre, A' fois B est égal à 0. Ça veut dire, regardez, A multiplié par B' moins A' multiplié par B, une espèce de produit en croix, qui doit être nul. Alors évidemment, ça va être pratique parce que ça veut dire qu'un petit calcul va nous permettre tout de suite de le savoir, mais il faut qu'on le démontre pour pouvoir avoir le droit de l'utiliser. Donc démontrons cette propriété-là. Voilà. Donc, comment démontrer ça? C'est une équivalence, donc on va partir de D parallèle à D'. Alors tout à l'heure, vous vous rappelez, on a dit en début d'heure que deux droites étaient parallèles si et seulement si, et donc il y avait dans la remarque, il y avait deux droites sont... Ah non, c'était pas celui-là, pardon, je recommence. C'est pas du tout celui-là qui m'intéresse. Donc, à quelles conditions des droites sont parallèles? Ce qu'on a vu en seconde, c'est qu'il faut, si les vecteurs directeurs sont colinéaires, ont la même direction. Mais on peut aussi avoir que deux droites vont être parallèles si les vecteurs normaux sont colinéaires. Or, le vecteur normal, un vecteur normal à la droite D, c'est un vecteur de coordonnées AB. On sait que si D a pour équation cartésienne AX plus BY plus égale 0, on sait que N de coordonnées AB est un vecteur normal à D. Et N' de coordonnées A'B' sera un vecteur normal à la droite D'. Et donc pour que les droites soient parallèles, il suffit que les vecteurs normaux soient colinéaires. Ça veut dire qu'ils ont la même direction. Hein. Vous êtes d'accord que, voyez bien, si vous avez une droite D avec un petit vecteur comme ça, normal N, et puis une droite D' avec un petit vecteur N', qui est le vecteur normal AD', vous voyez bien que les droites seront parallèles si et seulement si les vecteurs N et N' sont colinéaires, s'ils ont eux-mêmes la même direction. En seconde, on a vu un critère de colinéarité des vecteurs. On a dit que les vecteurs sont colinéaires si et seulement si, et c'était ce fameux calcul A fois B' moins A' fois B est égal à 0. Et donc ça, on l'a démontré déjà en seconde, c'est ce qu'on appelle le critère de colinéarité,
que je vous redémontre pas, mais c'est lié à la proportionnalité, en fait que l'un vaut k fois l'autre, hein, comme ils sont collinaires, et donc on peut démontrer ça facilement. Critère de collinarité, donc vu en seconde, sachant que ce nombre-là, ça a un nom, ce nom, il a un nom, on appelle ça le déterminant de n et n'. Et donc quand le déterminant de deux vecteurs est égal à 0, ça prouve que les vecteurs sont collinéaires. Cette notion de déterminant, pour vous, elle était hors programme les dernières. Ben pour cette année, pour les secondes, eux, ils vont définir ce que c'est que le déterminant de deux vecteurs, ce fameux nombre, et donc ils vont l'utiliser. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, finalement, ben ça y est, on a démontré, elle est finie la démonstration. On saura maintenant dire si deux droites sont parallèles, rien qu'en regardant les coordonnées de x, enfin les coefficients de x, y, et en faisant le petit calcul. Si ce petit calcul vaut 0, ça prouvera que les droites sont parallèles, puisque les vecteurs normaux seront collinaires. Voilà. Alors, j'avais d'autres choses à faire, mais on est un peu pris par le temps. On va quand même faire un petit exemple. Ce sera le dernier. Donc, on se donne D d'équation moins 3x plus 2y plus 4 égale 0. Une droite D' d'équation cartésienne 4x moins y moins 2 égale 0. Voilà. Et on se pose la question, est-ce que les droites sont parallèles? Donc déjà, est-ce que D est parallèle à D'? Première question. Ben pour ça, on va appliquer le critère de collinarité. Donc, moins 3 fois moins 1, hein, c'est une espèce de produit en croix. Hein. Moins 3 fois moins 1, le calcul du... Voilà. Moins. Et puis, on a 4 fois 2. Bon, ben ça fait plus 3 moins 8, c'est-à-dire moins 5, c'est différent de 0. Donc ça prouve que D et D' ne sont pas parallèles. Ok. Mais puisqu'elles ne sont pas parallèles, ben c'est qu'elles sont séquentes. D'accord? Une autre manière de le dire. Donc, D et D' sont séquentes. Et puisqu'elles sont séquentes, il y a une évidemment question qui pourrait nous intéresser. Alors, il y a une autre question qu'on pourrait se poser. Puisqu'elles sont séquentes, ben, séquentes, c'est-à-dire qu'elles se coupent en un seul point. D'accord? Elles sont comme ça. On pourrait se poser la question, est-ce qu'elles sont perpendiculaires, les deux droites? Donc, question 2, parce que une fois qu'on a montré qu'elles n'étaient pas parallèles, elles peuvent être ou ne pas être perpendiculaires. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce qu'elles sont perpendiculaires? Comment savoir si elles sont perpendiculaires? Ben, c'est là où ça fait référence à la remarque du début du cours. Pour savoir si elles sont perpendiculaires, il suffit de regarder si deux vecteurs normaux sont orthogonaux. Or, c'est très facile de trouver un vecteur normal AD parce qu'on connaît son équation. Un vecteur normal AD, ben, ses coordonnées, on va prendre moins 3, 2. Donc, moins 3, 2, il est normal à la droite D. Et puis, on va prendre N', vecteur normal à D', et on va prendre comme coordonnée 4, moins 1. On est sûr que c'est un vecteur normal. Il y en a plein d'autres des vecteurs normaux, mais on est sûr, quand on a une équation cartésienne de droite, d'en connaître au moins un. Donc, il est normal à D'. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il nous reste à se poser la question, pour savoir si les droites sont perpendiculaires, il suffit de savoir est-ce que les vecteurs sont orthogonaux. Et pour ça, on calcule leur produit scalaire. Je vous avais dit que ce qui était très important dans le produit scalaire, c'est que ça caractérisait l'orthogonalité grâce au produit scalaire qui valait 0 quand c'était orthogonal. Donc il suffit de calculer le produit scalaire. Si ça fait 0, les vecteurs sont orthogonaux et donc les droites sont perpendiculaires. Et si le produit scalaire est non nul, c'est que les vecteurs ne sont pas orthogonaux et donc que les droites ne sont pas perpendiculaires. Donc calculons le produit scalaire. Donc ça fait moins 3 fois moins 1. Pardon, erreur de ma part. Attention, c'est pas un déterminant qu'on calcule là.
c'est moins 3 fois 4, c'est xx', hein, plus yy'. Donc plus 2 fois moins 1. Ça nous donne du moins 12, là c'est un 1. On va s'arrêter. Donc moins 12, donc moins 12 moins 2, c'est-à-dire moins 14. C'est donc différent de 0. Donc là, le produit scalaire est différent de 0. Conclusion, le vecteur n n'est pas orthogonal au vecteur n', et donc la droite D n'est pas orthogonale à la droite D'. Ok ? Bien, qu'est-ce qu'on n'a pas eu le temps de faire ? Ben, il y a une seule chose qu'on n'a pas eu le temps de faire qui est malgré tout importante, c'est les droites, elles sont séquentes. Et donc ce qui va nous intéresser, ce qui nous reste à faire, c'est trouver les coordonnées du point d'intersection de deux droites. Voilà ce qu'il nous reste à faire pour clôturer un peu cette partie-là, et surtout faire des exercices. Alors c'est pareil, les exercices du livre, ils sont pas si simples que ça parce qu'ils sont pas guidés, donc voilà, il va falloir les chercher, et on les corrigera ensemble mercredi pendant la partie cours. Jeudi, on a dit à 9h. Juste une chose, puisque là il est l'heure pour vous d'aller en ES, je vais pas non plus vous retarder. Ce qu'on va faire, c'est que je vous envoie la liste des exercices à faire pour jeudi par mail, juste après, d'accord ? Comme ça, on perd pas de temps. C'est bon pour tout le monde ? Je suis désolé, c'est allé un petit peu vite, c'est un peu la reprise, mais voilà. N'hésitez pas à me poser encore des questions par mail, hein, si besoin. C'est bon ? On se dit à jeudi 9h ? Alors bon courage, bonne reprise, et puis à bientôt.